Dans une petite ville recouverte par la brume matinale, un mystère glaçait les habitants. Depuis plusieurs mois, des femmes disparaissaient sans laisser de traces. Elles étaient jeunes, belles et souvent seules. Les enquêteurs étaient dépassés, et les rumeurs se multipliaient. Mais personne ne se doutait que le mal résidait à l'intérieur d'une maison, à la lisière de la forêt. C'était une demeure ancienne, presque en ruine, qui semblait abandonnée. Pourtant, chaque soir, une faible lueur apparaissait derrière les rideaux de velours noir. C'était chez Adrien, un homme discret et solitaire. La plupart des habitants l'évitaient, le trouvant étrange, mais pas suffisamment pour susciter la suspicion. Il était poli, serviable et passait inaperçu dans la communauté. Cependant, Adrien cachait un secret effroyable. Tout commença avec Clara, une étudiante venue récemment dans la ville pour ses études. Curieuse et amicale, elle répondait volontiers aux invitations, même celles d'inconnus. Une nuit, après une soirée entre amis, elle rencontra Adrien. Il l'avait abordée alors qu'elle marchait seule dans une rue sombre. Avec un sourire chaleureux, il lui proposa de la raccompagner chez elle, prétextant s'inquiéter pour sa sécurité. Hésitant un moment, Clara accepta. La maison d'Adrien était bien différente de son apparence extérieure. L'intérieur était propre, ordonné et étrangement accueillant. Les murs étaient tapissés de bibliothèques remplies de vieux livres et une douce musique classique jouait en fond. Adrien était charmant, attentionné, et Clara, rassurée, accepta une tasse de thé. Mais cette tasse était le début de son calvaire. Quelques minutes après avoir bu, elle sentit sa tête tourner et s'évanouit. Quand Clara rouvrit les yeux, elle était attachée sur une chaise dans une pièce sombre, éclairée seulement par une ampoule vacillante. L'odeur métallique du sang était insupportable. Autour d'elle, des outils rouillés étaient disposés sur une table. Adrien se tenait devant elle, son visage transformé par une expression de folie pure. Il lui murmura des mots incompréhensibles avant de sortir un couteau. Clara ne fut que la première d'une longue liste de victimes. Chaque femme avait une histoire différente, mais toutes avaient commis l'erreur fatale de faire confiance à Adrien. Il les attirait chez lui avec son charme, les droguait et les retenait prisonnières avant de leur infliger un sort cruel. Mais le plus terrifiant était ce qu'il faisait ensuite. Adrien ne se contentait pas de tuer. Il considérait ses victimes comme une partie d'un rituel qu'il appelait l'intégration. Après les avoir tuées, il préparait leur chair avec un soin maniaque. Chaque repas qu'il concoctait était un festin macabre, une cérémonie personnelle qu'il accompagnait de prières à des entités inconnues. Malgré son intelligence, Adrien commettait des erreurs. Des objets appartenant aux disparus commençaient à apparaître dans les bois autour de sa maison. Une chaussure ici, un collier là. C'est ainsi que Julie, une amie proche de Clara, se mit à enquêter. Elle était déterminée à comprendre ce qui était arrivé à son amie. Un soir, elle décida de rendre visite à Adrien, prétextant vouloir lui vendre des livres pour son club de lecture. Quand Adrien ouvrit la porte, Julie sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose dans son regard la mettait mal à l'aise, mais elle réprima son instinct. Elle entra dans la maison, notant chaque détail avec précision. Sur une étagère, elle remarqua une broche que Clara portait toujours. Son sang se glaça, mais elle fit semblant de ne rien voir. Elle accepta même une tasse de thé, tout en préparant un plan pour fouiller la maison. Julie profita d'un moment d'inattention d'Adrien pour explorer le rez-de-chaussée. Elle trouva une trappe dissimulée sous un tapis. En l'ouvrant, une odeur nauséabonde l'assaillit. Elle descendit prudemment et découvrit l'horreur. Des restes humains étaient entreposés dans des bocaux, et un journal reposait sur une table, détaillant chaque crime d'Adrien avec une précision glaçante. Adrien, cependant, avait remarqué son absence. Il descendit les escaliers, un couteau à la main. Julie, terrifiée, trouva le courage de lui faire face. Une lutte s'ensuivit, durant laquelle elle parvint à s'échapper, blessée mais vivante. Elle alerta la police, et Adrien fut arrêté après une longue traque dans les bois. Lors de son procès, Adrien ne montra aucun remords. Au contraire, il semblait fier de ses actes, affirmant qu'il honorait ses victimes. Les détails de ses crimes choquèrent la nation, et sa maison fut brûlée par les habitants en colère. Mais le traumatisme resta, une plaie ouverte dans l'âme de la communauté. Cette histoire devint une mise en garde, une légende noire racontée dans les journaux et les chaînes de télévision.
Les gens se souvinrent de Clara, Julie et des nombreuses autres victimes. Et chaque fois que quelqu'un se demandait si visiter un inconnu était une bonne idée, cette histoire refaisait surface comme un sombre avertissement. Cependant, la révélation du véritable cauchemar n'avait pas encore atteint son apogée. Lors de l'investigation approfondie qui suivit l'arrestation d'Adrien, la police fit une découverte qui dépassait l'imagination. Non content de consommer la chair de ses victimes, Adrien l'avait également transformée en divers produits alimentaires qu'il revendait à des commerçants locaux et à des chaînes de restauration. Ce qu'il présentait comme des spécialités artisanales se retrouvait sur les menus de plusieurs établissements, appréciés des clients pour leur goût inédit et inoubliable. La police mit la main sur des factures falsifiées et des communications avec des acheteurs. Adrien s'était forgé une réputation d'artisan culinaire discret mais talentueux, et il fournissait tout, des terrines à la viande spéciale jusqu'à des plats préparés, comme des ragoûts et des boulettes de viande. Les restaurateurs, bien qu'ignorants de la véritable provenance de ces ingrédients, louaient la qualité de ces produits et continuaient de passer commande. Un scandale national éclata lorsque ces faits furent rendus publics. Les clients de ces restaurants furent horrifiés en apprenant qu'ils avaient, sans le savoir, consommé de la chair humaine. Plusieurs personnes furent hospitalisées à cause de crises d'angoisse ou de nausées. Les autorités sanitaires furent appelées à enquêter sur l'ampleur de la distribution, et il s'avéra que les produits d'Adrien avaient été servis dans des dizaines d'établissements à travers la région. Mais ce n'était pas tout. L'enquête révéla que certains produits avaient été transformés en articles du quotidien. Des savons faits maison contenant de la graisse humaine, vendus comme des produits naturels. Des bougies imprégnées de l'odeur douceâtre des restes humains. Adrien avait perfectionné l'art de dissimuler ses crimes dans des objets ordinaires, se délectant de l'idée que son œuvre s'infiltrait dans la vie des autres sans qu'ils s'en rendent compte. Un réseau de complicité. Des éléments troublants commencèrent à émerger. Adrien n'agissait pas totalement seul. Bien que les meurtres et la préparation des corps restaient son œuvre personnelle, des individus de son entourage avaient fermé les yeux sur ses actes, ou pire, en avaient profité. Parmi eux se trouvaient des commerçants prêts à acheter ses produits à bas prix, des restaurateurs qui posaient peu de questions, et même des clients qui, après avoir découvert la vérité, continuaient à lui passer commande en secret, attirés par la transgression morbide. Des forums clandestins en ligne furent découverts, où Adrien partageait ses recettes et ses méthodes de conservation. Ces espaces, sombres et protégés par des codes complexes, réunissaient des individus partageant des fantasmes similaires. Certains d'entre eux avaient déjà tenté de reproduire ces actes, et des disparitions dans d'autres régions commencèrent à être reliées à ce réseau macabre. Une peur omniprésente. Dans cette petite ville autrefois paisible, la vie ne fut plus jamais la même. Les habitants commencèrent à douter les uns des autres. Chaque repas servi dans un restaurant, chaque produit acheté dans une boutique locale faisait l'objet de soupçons. Des campagnes de sensibilisation furent lancées pour encourager les gens à vérifier l'origine de ce qu'ils consommaient, mais la méfiance était enracinée. Adrien, même derrière les barreaux, continuait à fasciner et à hanter les esprits. Son journal, publié lors du procès, devint un best-seller macabre, lu par des milliers de personnes en quête de frissons. Certains y voyaient une mise en garde, d'autres une inspiration. Le véritable héritage d'Adrien. Alors que les autorités tentaient de démanteler ce réseau et de restaurer la confiance, une vérité troublante demeurait. Adrien avait réussi à transformer ses crimes en une empreinte indélébile sur la société. Sa folie continuait de se propager, infiltrant des esprits faibles et attirant des imitateurs. La capture d'Adrien marqua la fin d'un chapitre terrifiant pour la petite ville, mais les cicatrices laissées par ces actes demeurèrent profondes et indélébiles. La communauté, autrefois soudée, était désormais divisée par la méfiance et hantée par la peur. Chaque visage croisé dans la rue, chaque repas partagé, devenait source de suspicion. Adrien, enfermé à perpétuité dans une cellule isolée, semblait savourer l'impact durable de ses crimes. Lors de ses rares entretiens avec des psychiatres et journalistes, il affichait un sourire satisfait, affirmant qu'il avait révolutionné la façon dont les gens perçoivent ce qu'ils consomment. Pour lui, il n'était pas un monstre, mais un artiste incompris, un pionnier dans une société aveuglée par ses conventions. Malgré son incarcération, son nom devint une légende noire. Des livres, des documentaires et des séries télévisées racontèrent ses actes, amplifiant son héritage macabre.
Mais, au-delà du sensationnalisme, un malaise plus profond s'installait. Les autorités n'avaient pas réussi à identifier tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à ce réseau, et certains craignaient que d'autres Hadriens n'agissent encore dans l'ombre, inspirés par son exemple. Les habitants, eux, restèrent marqués par cette sombre histoire. La maison d'Hadrien, incendiée par des villageois en colère, laissa une parcelle vide, symbole de l'horreur qui s'était abattue sur leur communauté. Cependant, dans leur cauchemar, cette maison était toujours là, intacte, avec sa lumière vacillante derrière les rideaux noirs, comme un avertissement silencieux. Et dans les cuisines des restaurants voisins, l'ombre d'Hadrien planait toujours. On chuchotait que, même aujourd'hui, certains plats servaient un ingrédient bien plus sinistre que ce qu'on pouvait imaginer.